D'abord, je voulais vous remercier vraiment de cette invitation-là pour venir vous parler de l'utilisation des bandes fleuries pour le contrôle des ravageurs dans les cultures maraîchères. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Fait que je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin pour parler des bandes florales. Aujourd'hui, je vais d'abord introduire un peu les bandes florales, qu'est-ce que c'est. J'ai aussi fait une revue de la littérature, un peu voir c'était quoi les plantes utiles pour le contrôle des ravageurs pour être utilisées dans les bandes fleuries. Donc, je vais essayer de vous présenter un peu ce qui a été fait dans la littérature scientifique pour 3 cultures d'intérêt au Québec. Je vais présenter aussi 2 projets de recherche qu'on a fait à l'IRDA, donc les grandes conclusions que nos projets ont permis de mener. Et je vais aussi rapidement passer sur les subventions qui sont disponibles pour l'aménagement des bandes fleuries et des outils d'aide à la prise de décision. Pour commencer, je voulais d'abord vous introduire un peu, en fait, cette étude qui a été publiée en 2019, qui, en fait, faisait l'état de la situation des insectes dans le monde, qui parlait que plus de 40% des espèces d'insectes sont menacées d'extinction. Puis, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils sont venus regarder quels étaient les principaux facteurs qui ont amené à ce déclin des populations et l'intensification de l'agriculture et l'usage des pesticides sont ressortis comme les principaux facteurs qui ont mené à cette situation-là. Et c'est dommage parce qu'en réalité, en agriculture, les insectes sont super importants. Souvent, on va d'abord penser aux ravageurs, mais on oublie qu'il y a beaucoup d'insectes qui sont bénéfiques en agriculture, qui vont soutenir des services écologiques importants comme la pollinisation des fleurs, la formation des sols et de la décomposition de la matière organique, et aussi évidemment la régulation naturelle des ravageurs dont on va discuter ensemble ce matin. Justement, en 2014, il y a eu une étude qui est venue évaluer économiquement quel était le service de régulation naturelle des ravageurs aux États-Unis, puis alors, ça a une valeur d'au moins 4,5 milliards de dollars annuellement aux États-Unis. Donc, c'est vraiment des services qui sont importants, non négligeables, et donc, il faut faire attention. Donc, quand on parle de régulation naturelle des ravageurs, on pense forcément à ennemis naturels, donc qui sont en fait présentés en 2 grands groupes. Les prédateurs, ici, je vous en ai mis quelques exemples, comme les coccinelles, les cirques, les punaises prédatrices comme les réduvies ou les anthocoridés, qu'on connaît un peu plus mieux sur les noms des Orius, et évidemment les carabes. Les prédateurs, on a tendance à peut-être un peu mieux les connaître, sont plus facilement observables dans nos champs. Généralement, ça va être des insectes qui vont être dits généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à une multitude de proies, ils vont pouvoir s'attaquer à plusieurs proies différentes. Ils vont avoir certaines stratégies propres à eux, les carabes, par exemple, qui vont avoir tendance à chasser vraiment au niveau du sol, puis d'autres insectes comme les coccinelles, ou les cirques qui vont être en mesure de migrer dans différents strates de la végétation. Les parasitoïdes, eux, on les connaît peut-être un peu moins, mais en même temps, c'est des insectes qui sont vraiment importants quand on pense à la lutte aux ravageurs. La majorité des parasitoïdes vont être des petits hyménoptères, donc des petites guêpes parasitoïdes. Les principales familles, là, les Euchnominidae puis les Braconidae, c'est vraiment des familles qui sont importantes au niveau des parasitoïdes. Et il y a également les tachymidés, qui sont des diptères aussi, qui vont venir parasiter des ravageurs de nos cultures. Contrairement aux prédateurs, les parasitoïdes vont être vraiment plus spécialisés. Ils vont venir attaquer une espèce précise de ravageurs et même souvent un stade précis. Un stade, par exemple, on peut penser aux trichogrammes qui vont venir pondre seulement dans les œufs de l'épidoptère, le stade œuf uniquement. Donc, c'est vraiment des exemples d'ennemis naturels, comme je disais, mais il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Donc, quand on veut augmenter l'abondance des ennemis naturels dans nos champs, améliorer leur efficacité aussi de contrôle, pour baisser les ravageurs dans nos cultures, l'utilisation des bandes florales, c'est vraiment l'aménagement qui est le plus utilisé et le plus étudié aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la bande florale va permettre de fournir un abri aux ennemis naturels, donc des sites d'hibernation, des sites de reproduction ou encore des zones refuge lors des perturbations qu'il peut avoir au champ.
Aussi, ça va permettre d'augmenter et diversifier les sources d'alimentation pour nos ennemis naturels. Le nectar, le miel, le pollen, c'est tous des éléments qui sont essentiels aux ennemis naturels pour avoir une bonne santé. D'ailleurs, le pollen, on sait, une importance au niveau de favoriser la longévité et la fécondité là, des ennemis naturels. Donc, c'est vraiment des sources alimentaires sont importantes pour ces insectes-là. Et également, la bande florale va permettre d'avoir des proies et des autres alternatifs. Quand, par exemple, ces insectes-là vont être moins abondants dans les cultures adjacentes. Donc, qu'est-ce qu'une bande florale? Bien, une bande florale, c'est composé de plantes herbacées, fleuries, évidemment, mais ça peut prendre vraiment plein de formes. Ça peut être tout simplement la régénération naturelle en bordure d'un champ, mais ça peut être aussi semi-naturel, c'est-à-dire un endroit où on va vraiment implanter un mélange de semences, des semences qui peuvent être des espèces indigènes ou encore exotiques. Évidemment, on fait attention aux espèces envahissantes, on ne peut pas implanter ce genre d'espèces-là dans nos champs. Les bandes florales peuvent être pérennes, comme elles peuvent être annuelles ou encore se placer en bordure de champ ou à l'intérieur du champ. Il y a vraiment une multitude là, de bandes fleuries possibles, ce qui fait qu'on est souvent face, quand on veut implanter ce genre d'aménagement, on fait face à plein de choix qui n'est pas facile. C'est pas si évident ça à s'y retrouver. Mais pour qu'un aménagement soit un succès, il faut qu'il soit approprié à la cible qu'on veut. Et ce qui ressort de la littérature, c'est que quand on veut augmenter la biodiversité en général et les pollinisateurs, des aménagements de bandes pérennes avec une grande diversité d'espèces de plantes à fleurs, avec une floraison qui est successive, continue, ce sont des aménagements qui vont être recommandés. Mais quand on va vers un objectif qui est d'augmenter la lutte biologique des ravageurs, donc on cherche à attirer des ennemis naturels pour diminuer nos ravageurs, ce qui ressort de la littérature, c'est que la pérennité de la bande florale n'offre pas vraiment un avantage significatif. Donc, ce n'est pas un paramètre qui est gage de succès pour notre bande fleurie. Ce qui est vraiment important, c'est la sélection des espèces. Ça, c'est déterminant. Là, on n'est pas dans la quantité égale la qualité. Forcément, on n'ira pas faire tout le temps des mélanges très diversifiés. L'important, c'est d'aller vers les bonnes espèces de fleurs qui vont être ciblées selon un ennemi naturel qu'on veut attirer pour contrôler un ravageur donné. La floraison aussi de ces bandes florales-là doit être adaptée à la culture et aux ravageurs qu'on cherche à contrôler. Puis, on veut des plantes qui sont aussi sans effet bénéfique pour les ravageurs, évidemment. Dans la littérature, ce qu'on remarque, c'est que souvent, les bandes florales d'annuelles sont généralement plus adaptées, en fait, dans un contexte de rotation de culture. Donc, c'est facile à penser. On peut modifier le mélange de la bande les plantes à fleurs au sein de notre mélange selon les cultures qui sont présentes au champ et qui changent d'une année à l'autre. Donc, facilement, on peut se rendre compte que les bandes annuelles sont plus adaptées pour ça. Et aussi, que des bandes florales d'annuelles vont avoir moins besoin d'entretien que des bandes pérennes aussi, ce qui sort de la littérature. Donc, le choix d'une plante, c'est vrai, une plante à fleurs pour mettre dans une bande fleurie, c'est vraiment important. Aujourd'hui, pour 3 cultures, là, les cultures crucifères, la laitue et l'oignon, j'ai regardé ce qu'il y avait dans la littérature. J'ai dû faire des choix, je ne vous présente pas tout, mais j'essaie de vous présenter un peu les plantes qui ont démontré leur potentiel là, pour favoriser la lutte biologique dans ces cultures-là. Donc, au niveau des légumes crucifères, ce qui sort des articles que j'ai consultés, c'est que l'Alyssum maritime, le sarrasin, la centaurée, l'aneth aussi, ont tous une capacité là, à augmenter les prédateurs et les parasitoïdes dans les champs des légumes crucifères et peuvent contribuer vraiment significativement au contrôle des ravageurs aussi. Dans le graphique que je vous présente ici, c'est une étude qui a été publiée en 2017 où ils ont testé en fait l'Alyssum en bande florale
pour contrôler les pucerons dans les champs de chou-fleur. La ligne qui est en noir, c'est les parcelles où il y avait eu de l'allicum d'implanté, et en blanc, c'est les parcelles témoins, donc sans fleurs. Et on voit vraiment qu'il y a un contrôle, en fait, des populations de pucerons là, avec la présence des fleurs, contrairement aux parcelles témoins où il y a vraiment des beaux pics là, de montée de population en pucerons. Donc, ici, il y a eu vraiment un effet de stabilisation du ravageur. Dans la laitue, ce que j'ai lu, c'est que la lissonne maritime, la centaurée, la veste commune, les lupins, le chrysanthème des moissons aussi sont des espèces qui favorisent vraiment là, les cirques, les coccinelles et les punaises, et que la présence des bandes florales peuvent avoir dans plusieurs études des contrôles significatifs des pucerons. Certaines études vont avoir un 37 jusqu'à 90 de contrôle des pucerons avec des bandes florales. Donc, c'est vraiment des résultats qui sont intéressants. D'ailleurs, il y a un projet de l'Université de Sherbrooke qui a démarré ici au Québec là, en 2022 qui vise justement là, à regarder l'effet de bandes fleuries d'Alyssum sur l'impact en fait que ces bandes fleuries-là allaient avoir sur la présence des ennemis naturels et des ravageurs dans les cultures de laitue. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, on va voir ici au Québec comment cette approche-là fonctionne. Donc, c'est des résultats là, qui vont être vraiment intéressants à suivre. Au niveau de l'oignon, ce que j'ai lu, c'est que l'œillet d'Inde pouvait soutenir les ennemis naturels d'intérêt dans cette culture-là. Aux États-Unis, il y a des recommandations de bandes florales de chrysanthème aussi qui sont faites comme culture trappe pour les trips. Puis, en 2022, il y a eu un projet de recherche de Agriculture Canada dont Annie-Ève Gagnon elle a présenté là, ses résultats aux Journées horticoles de décembre dernier. Et en fait, le projet visait d'abord à regarder l'effet de paillis végétaux sur la biodiversité d'insectes dans l'oignon et la laitue. Mais sur un de leurs sites, ils avaient aussi une bande florale de 10 espèces de plantes qui étaient implantées. Puis, ils ont remarqué que dans les traitements où il y avait du paillis et une bande florale, ils ont remarqué des baisses significatives là, des trips dans l'oignon. Donc, comme on peut voir là, dans le graphique ici à droite, là, où le traitement en bleu, on le voit, la quantité de trips par jour est vraiment diminuée. Donc, c'est des premières observations sont vraiment intéressantes. Évidemment, ici, on ne sait pas est-ce que cette diminution-là est seulement due à la bande florale ou encore à la synergie qu'il y aurait pu avoir entre la bande florale et le paillis. Donc, c'est des belles observations qui devront être retestées là, en fait, là, en milieu peut-être plus commercial pour essayer de creuser un peu plus qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette situation-là précise, mais c'est vraiment intéressant. Ici, je vous présente un tableau que j'ai fait là, en prévision de cette présentation-là. J'essaie de voir tous les projets de recherche qui ont été faits dans les 10 dernières années. Peut-être pas parfaitement complet, peut-être j'oublie certains projets, mais l'idée ici, derrière ce tableau-là, c'est que je voulais vous montrer, en fait, c'est les projets qui sont en vert, c'est tous les projets de recherche qui ont été faits dans les bandes florales, dans le maraîcher, sur le contrôle des ravageurs. Pour le maraîcher. Le reste, c'est beaucoup dans le fruitier et sur les pollinisateurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de projets de recherche qui ont été faits au Québec sur l'utilisation des bandes florales dans le maraîcher. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais quand même, à l'IRDA, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse aux bandes florales puis à leur impact sur les ennemis naturels et les ravageurs dans les cultures maraîchères. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de deux de nos projets de recherche qu'on a faits. Le premier qui a été de 2010 à 2012, où on a fait un tamisage de 10 espèces de plantes à fleurs pour regarder le potentiel à augmenter la diversité en insectes. Puis le second projet qui a été fait de 2015 à 2017, où on cherchait à évaluer le potentiel d'un mélange de plantes à fleurs et le FIBL 2012 pour favoriser la lutte biologique des chenilles et des crucifères. Donc, le premier projet de tamisage, comme j'ai dit, cherchait à regarder l'efficacité de 10 espèces de plantes à augmenter la diversité des insectes. Quand je dis diversité des insectes, bien, on a regardé autant les insectes prédateurs que les insectes ravageurs aussi.
Donc, les 10 espèces qui ont été étudiées sur la plateforme d'innovation d'agriculture biologique là, ici à Saint-Bruno sont les suivantes. Il y a l'achillée, la coriandre, le cosmos, la lissone maritime, la luzerne, les pépinias, la facélie, la moutarde blanche, l'œillet d'Inde et la capucine. Donc, 10 espèces qui sont aussi dans plusieurs familles différentes. Je vous présente les grandes conclusions qu'on a eues dans cette étude-là. Je n'ai pas mis les analyses statistiques là, dans tous mes tableaux parce que ça l'alourdissait, mais sachez que les plantes à fleurs que je vous mets en évidence se sont démarquées statistiquement des autres. Donc, au niveau de les espèces attractives pour les coccinelles, on a 4 espèces qui sont ressorties vraiment dominantes. Il y a l'œillet d'Inde, la capucine, le cosmos et l'achillée millefeuille. Pour les espèces attractives au niveau des punaises prédatrices, donc tout ce qui est Orius et Nabidés, ben, la luzerne s'est vraiment démarquée des autres espèces pour sa capacité à attirer les Orius et les Nabidés. Pour les espèces à risque, pour les prédateurs, donc on a eu vraiment un cocktail de prédateurs dans toutes nos espèces de plantes à fleurs, ce qui est pas étonnant non plus, mais quand même à des proportions différentes. Donc, on a remarqué que la moutarde blanche et la lissone avaient une forte attractivité pour les altises. Évidemment, la facélie avait tendance à attirer les punaises ternes. La luzerne, là, on a remarqué beaucoup de pucerons, de cicadelles, de thrips et la capucine aussi, des thrips et des altises. Donc, on voit qu'une bande florale, là, ça nous amène vraiment à se questionner, une bande florale que les espèces n'ont pas été soigneusement sélectionnées. Il faut vraiment faire attention parce que ça peut devenir un réservoir important d'insectes nuisibles. Après, ben, une bande, pas une bande, mais une fleur qui va être très attractive pour un insecte ravageur, ben, ça peut être intéressant dans une approche de plante trappe, mais il faut faire attention. Il faut vraiment que cette plante-là soit très, 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 très attractive pour ce ravageur-là, beaucoup plus que la plante là, qui va être cultivée à côté. Donc, il faut vraiment faire attention. Notre deuxième projet que je vous parle aujourd'hui, c'est le projet d'évaluation du potentiel du mélange de plantes à fleurs de FBL 2012 pour contrôler là, les chenilles des crucifères. Donc, ce mélange-là a été développé en Suisse par l'Institut de recherche d'agriculture biologique, puis a été vraiment développé dans l'objectif d'augmenter la richesse et l'abondance des amis naturels des chenilles qui ravagent les crucifères. Donc, ça va vraiment été développé pour cet objectif-là. Et donc, c'est un mélange qui est composé de 4 espèces, la veste commune, le sarrasin, ami élevé et centauré. Donc, 4 espèces que nous, on est venu étudier à la ferme à Saint-Bruno de l'IRDA en 2 temps. D'abord, on voulait voir est-ce que c'est un mélange qui s'établissait bien ici dans nos conditions au Québec. Ça a été développé en Suisse. Donc, comment ça réagit ici au Québec? On a testé différents taux de semis, différentes dates de semis. On a aussi regardé le mélange en différents types de sols. Donc, ça, c'est pour notre premier objectif. Puis, notre premier objectif, dans un deuxième temps, on est vraiment venu voir est-ce que ce mélange-là avait la capacité d'attirer vraiment les ennemis naturels qui sont indigènes ici au Québec et comment est-ce que la présence de ce mélange-là pouvait vraiment avoir un contrôle au niveau des chenilles ravageuses là, dans les crucifères. Donc, les principaux résultats qu'on a observés, c'est que d'abord, le mélange s'établissait bien là, dans nos conditions. De façon globale, il y avait du bon recouvrement, les mélanges étaient bien implantés. Il y a eu peut-être un recouvrement légèrement plus rapide dans les taux de semis qui étaient plus forts et les semis plus actifs. Mais vraiment, ça a vraiment bien fonctionné. Sinon, on a remarqué que le mélange avait un gros potentiel là, pour attirer les ennemis naturels qui sont vraiment intéressants dans la culture des crucifères. Donc, beaucoup de parasitoïdes, les parasitoïdes qui vont parasiter les larves, les chenilles comme la pierride, la fausse teigne.
Puis, il y avait aussi énormément de prédateurs. Donc, c'est un mélange qui est vraiment intéressant, qui attire énormément d'ennemis naturels. Au niveau du coût des semences, en 2017, le mélange a été estimé à 4 365 l'hectare. Et ça peut représenter à 130 pour l'achat de semences pour faire une bande de 3 mètres par 100 mètres, par exemple. Puis après, au niveau de ce qu'on a observé en termes de le potentiel de contrôle des ravageurs vraiment dans le champ, puis de l'abondance des parasitoïdes, ce que nous, on a observé, c'est qu'à l'intérieur de tout notre dispositif expérimental, on a eu des taux de parasitisme vraiment très, très, très élevés des chenilles présentes sur les choux. Donc, quand je parle élevé, là, c'est vraiment, par exemple, la fausse teigne des crucifères, 76 des chenilles qu'on ramassait dans les choux étaient parasitées, puis pour la pierrine, 80 des chenilles étaient parasitées. Et ça, peu importe où est-ce qu'on était. Si on était proche de la bande florale, comme si on en était très loin, donc comme s'il n'y en avait pas de bande florale, alors, on est un peu venu à l'hypothèse que potentiellement que le site de la plateforme à Saint-Bruno était peut-être trop riche en biodiversité ou en ressources florales pour vraiment mesurer l'impact de ce mélange-là sur le contrôle des ravageurs. Parce que, comme j'ai mis là, ici en bas à droite, là, dans la photo, on voit notre petit carré de bande florale, puis il y a juste à côté une prairie qui vient d'être fauchée, parce qu'évidemment, nous, nos terres, s'ils ne sont pas implantés dans des dispositifs expérimentaux pour différentes recherches, ben, ils sont en prairie. Donc, ils sont des sites aussi avec des fleurs qui sont intéressantes pour les parasites. Donc, on comprend vite là, ici l'effet où l'impact de notre bande florale a été perdu peut-être dans un nuage là, de fleurs, en fait, là, de l'environnement qui entourait notre dispositif. Mais quand même, malgré tout ça, on a quand même vu un impact de notre bande fleurie sur des parasitoïdes du genre de la famille des microgastrinés, qui inclut les Cotésia. Les Cotésia, c'est un parasitoïde qui vient parasiter les pyrrhides du chou. Donc, on a vu que ces parasitoïdes-là étaient vraiment favorisés par la bande florale, étaient beaucoup plus abondants près de la bande fleurie. Puis, on a vu que la présence de la bande florale n'avait pas vraiment eu d'effet sur l'abondance des chenilles en général sur nos choux, sauf à quelques moments là, pour la pyrrhide chou qui aurait pu être un petit peu attirée là, justement par la bande florale. Mais encore, comme je l'ai dit, son parasitoïde aussi était très présent. Donc, tout ça, au final, c'est pas vraiment n'a pas eu d'impact sur les rendements ni les dommages à la récolte dans nos évaluations. Donc, tout ça dit, je pense que il y a vraiment besoin de plus de recherche là, sur ce mélange-là. Il semble avoir un potentiel qui est intéressant, mais il faudrait vraiment l'étudier dans un autre environnement, peut-être plus représentatif là, de champs commercial là, de crucifères. Au niveau des subventions qui sont disponibles, le Primevert, l'ancien programme Primevert de 2018-2023, finançait là, les bandes et îlots fleuris avec différentes conditions. Puis la principale condition, c'était que l'aménagement soit périn, puis qu'il y avait un maximum, en fait, de la superficie, c'est 70 qui pouvait être aménagé avec des semences. Si les semences d'annuel étaient utilisées, il fallait que ce soit des espèces qui se ressèment naturellement aussi. Puis, il faut avoir un minimum de 30 de la superficie de la bande fleurie qui est plantée avec des plantes pérennes. Donc, en gros, ça vise vraiment des aménagements, comme j'ai dit, qui sont périns. Au début de ma présentation, je vous ai parlé un peu de la différence entre les aménagements périns, les aménagements de bandes d'annuels. L'implantation d'aménagements périns ont certainement un effet bénéfique pour tout ce qui est la biodiversité et les pollinisateurs. Ça, c'est indéniable. Après, quand on va vraiment vers un objectif de diminution des ravageurs pour aller chercher plus d'ennemis naturels puis contrôler nos ravageurs dans nos champs, c'est peut-être pas toujours les aménagements qui sont les plus adaptés. Donc, on verra, là, il y a un renouvellement du programme Primevert qui est prévu, là, qui devrait sortir prochainement. Donc, je vous encourage là, à voir s'il y a des changements au niveau de ce programme-là. Mais sachez, bon, c'est ça. Normalement, ça visait seulement les aménagements périns.
Au niveau des outils d'aide à la décision, évidemment, pour faire des bons choix de plantes, il faut connaître aussi nos amis naturels, savoir qui mange qui parasite qui. À l'IRDA, depuis quand même plusieurs années, on travaille là, au développement de fiches techniques sur des ennemis naturels pour les principaux ravageurs des cultures maraîchères, pour que ce contenu-là soit ajouté au site des risques phytoprotection. OK, donc, qui, eux, ont un site qui est déjà très complet au niveau des ravageurs, mais là, prochainement, il y aura aussi du contenu au niveau des ennemis naturels. Et dans ma recherche pour ma présentation aujourd'hui, je suis tombée sur un outil qui a été développé en France, qui est vraiment intéressant, que je voulais vous présenter aujourd'hui, où, en fait, selon la zone biogéographique constitue la culture et les ravageurs qu'on a dans notre champ, vont nous faire des suggestions d'infrastructures agroécologiques, dont les bandes florales, par exemple. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vraiment nous montrer les interactions entre les ennemis naturels et les ravageurs et aussi même des effets de pratiques agricoles. Donc, savoir si, par exemple, si je fais un labour, est-ce que ça va augmenter, diminuer la présence de mes ravageurs ou peu importe. Donc, c'est vraiment un site qui est complet. Je trouve que ça mérite d'être consulté. Après, il faut évidemment faire attention. Ça a été développé pour la France, pas nécessairement tout applicable là, ici au Québec, mais je pense que c'est une belle source là, quand même d'informations. En conclusion, évidemment, pour nous, les équipes de recherche, je pense qu'il faut vraiment continuer la recherche. Il faut acquérir plus de connaissances sur l'impact des bandes fleuries, sur les ennemis naturels et les ravageurs. Comme j'ai dit plus tôt, il n'y a pas eu beaucoup de recherches qui ont été faites là, au Québec sur ce sujet-là. Là, en ce moment, il y a des belles recherches qui se font là, au niveau de la laitue, mais je pense qu'il faut vraiment emboîter le pas dans ce milieu-là. Puis aussi d'essayer de faire des études qui vont évaluer le rendement des cultures et les gains économiques là, que peuvent apporter l'implantation des bandes fleuries. C'est des éléments qui sont peu abordés, là, même dans la littérature ailleurs, et qui, en fait, sont importants là, si on veut aider les producteurs à vraiment adopter cette pratique-là. Donc, ça, c'est pour nous, de notre côté, au niveau de la recherche. Puis après, à la ferme, mais je pense que c'est vraiment important de faire des choix de plantes là, pour faire des bandes fleuries qui s'appuient sur la science. Donc, d'éviter de mettre n'importe quoi, n'importe où. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des risques là, au niveau de la présence des ravageurs là, dans ces bandes fleuries-là. Évidemment, je pense que c'est important d'avancer à votre rythme, de faire des tests à la ferme, hein, d'éviter de mettre des bandes fleuries un peu partout sans avoir fait des pré-tests. Et je pense que d'évaluer l'efficacité de la pratique est vraiment importante. Je sais que c'est pas facile nécessairement, on manque de temps souvent à la ferme, mais quand on implante une bande fleurie, c'est intéressant de faire le suivi de cette bande-là puis voir qu'est-ce qu'elle attire, qu'est-ce que j'observe au niveau de ma culture, est-ce que j'ai plus de prédateurs, est-ce que j'ai la présence de cocons parasitoïdes aussi sur ma culture. Donc, d'essayer d'être alerte par rapport à l'efficacité de la bande florale, puis évidemment d'adapter les mélanges de semences aussi à vos besoins. Comme je dis, c'est important de s'appuyer sur la science, c'est certain, mais après, il faut que tout ça puisse s'appliquer chez vous, donc de jouer justement selon les paramètres qui sont les plus adaptés chez vous. Et en final, je pense que c'est important qu'ensemble, on reconnaisse mieux puis qu'on soutienne mieux collectivement les producteurs qui aménagent des bandes fleuries. Parce que de cette façon-là, ils soutiennent quand même énormément là, des services écologiques qui sont importants à une agriculture plus durable. Donc, ce sera ma finale. Je pense que c'est vraiment important. Donc, si vous voulez faire plus de lecture, ou c'est vraiment des sujets qui vous intéressent, je vous ai mis ici la liste des références que j'ai consultées pour cette présentation-là. J'espère que vous avez aimé la présentation. Je vais vous laisser sur ça. Merci. Merci, Laurence. On va laisser maintenant la parole à Jocelyn qui va pouvoir partager son écran. À toi, Jocelyn. Bon, c'est bon? Oui, Donc, c'est parfait.
Moi, je suis Jocelyn Leclerc. Comme vous avez présenté au début, je suis producteur maraîcher depuis 1995, mais la ferme existe depuis 1971. On produit 8 légumes différents et fines herbes sur 900 acres. Environ 6 de la production est faite en sol minéral. Le reste, c'est tout en sol organique. J'ai toujours voulu produire avec un souci de réduire mon empreinte environnementale. Donc, pour y arriver, on utilise plusieurs moyens de lutte intégrée, comme on a discuté en présentation, le dépistage, capteur de spores, mouches stériles, bandes fleuries. On produit de l'oignon vert depuis 1999, puis nos deux principaux ravageurs, en tout cas au début de la production, les principaux ravageurs étaient la mouche de l'oignon puis le thrips. On a baissé considérablement nos applications d'insecticides avec la mouche de l'oignon en introduisant la mouche stérile. Depuis le début de la production de mouches stériles, on participe et on met des mouches. Donc, on a baissé nos applications d'insecticides de ce côté-là. Mais avec le TRIPS, on voulait un moyen aussi pour maintenir nos niveaux bas d'application d'insecticides. Donc, en 2014, j'avais participé à une conférence qui est organisée par le PEDI, qui parlait justement des bandes fleuries. Je pense que c'était au début qu'on a commencé à parler des bandes fleuries. Puis il parlait des bandes fleuries, puis qu'attirait le TRIPS dans ces bandes-là. Donc, j'ai commencé à faire un projet de recherche sur ma ferme avec la participation de Phytodata. En 2014, dans le fond, on avait mis une bande fleurie. Puis on avait fait l'introduction d'un prédateur pour le TRIPS. Ça n'avait pas démontré avec certitude une certaine efficacité, mais on se rendait compte que le TRIPS, en tout cas la chercheure qui avait travaillé sur le projet, elle doutait que le TRIPS, quand il y avait un prédateur dans la bande fleurie, ça le faisait comme fuir ou ça le rendait comme pas dans un bon environnement pour se reproduire. Donc, on ne le retrouvait pas beaucoup de façon naturelle dans la bande fleurie. Donc, on a continué de le laisser pareil. En 2015, on a refait la même chose, mais sans l'introduction de prédateurs, parce que c'était pas une année où la population de TRIPS était vraiment importante. En 2016, on a décidé de refaire encore la bande fleurie. Mais de cette année-là, on a décidé de faire juste avec comparer les pièges collants. On comparait les pièges collants jaunes avec les pièges collants bleus. On en a mis dans la bande fleurie et en plein champ. Donc, on a remarqué pendant la première partie de la saison, le TRIPS était plus présent dans la bande fleurie. Puis après ça, à mesure que la saison avançait, la population de TRIPS a monté, puis on commençait à se déplacer dans le reste du champ. Donc, ça, c'est arrivé, quand on regarde les pièges, c'est arrivé plus à partir du milieu d'août, à peu près comme les autres années qu'on constatait des grosses populations de TRIPS. Mais on avait fait un traitement seulement qu'au début septembre, parce qu'on a fait l'analyse de nos pièges collants seulement à l'automne, après la saison, parce qu'en cours de saison, on n'avait pas le temps de faire l'analyse de nos pièges collants. Mais c'est ça, avec le temps, on s'est rendu compte qu'avoir analysé nos pièges collants, on aurait pu faire des traitements comme à partir de la mi ou fin août pour baisser nos populations avant de perdre le contrôle. Mais on n'a pas perdu le contrôle extrêmement comme dans les années 2012, mais on voyait quand même qu'il y avait eu une grosse augmentation de population de TRIPS vers le début septembre dans le champ. Donc, après toutes ces années-là, à faire les essais, j'ai continué pareil, même après les projets de recherche après 2016, j'ai continué pareil à faire mes bandes fleuries. Maintenant, je choisis des bandes fleuries, des champs, je veux dire, sur à peu près 140 mètres de large. Là, comme vous voyez, là, c'est des champs quand même assez larges. Là, les deux bandes jaunes, c'est une année que j'avais fait des bandes fleuries de chaque côté, qui est quand même un bloc qui est plus que 140 mètres de large, mais ce qu'on regarde, la ligne jaune du milieu représente autant à droite qu'à gauche, à peu près ça, 140 mètres de large. La bande jaune du milieu, maintenant, c'est un champ qui est comme coupé en deux avec une bande permanente, là, une bande pérenne, mais qui n'est pas nécessairement des bandes fleuries, c'est arbustif un peu. Donc, la bande fleurie qui est plus à gauche, ça, c'est vraiment une bande qui est là, qui a été mise là cette année-là. Donc, c'est comme je disais, je choisis un champ d'à peu près 140 mètres de large. Comme le TRIPS, c'est pas un insecte qui vole beaucoup, mais ce que je veux, c'est les attirer le plus longtemps possible dans ma bande fleurie.
Je fais une bande fleurie de 6 pieds de large ou 1,8 mètres de large par la longueur du temps. Dans ce cas-là, ça représente à peu près 400 mètres de long. Ça me donne une superficie à peu près de 2 acres ou 800 mètres carrés. Puis la semence nécessaire pour faire des bandes fleuries comme ça, c'est à peu près de 10 kilos. Ce qui me coûte à peu près annuellement 2000 $ de semences. Donc, je sème tout le temps la bande fleurie le plus tôt possible en saison pour avoir une belle floraison en plein milieu d'été. Je change de semence chaque année parce que je fais une rotation de culture pour pas avoir les oignons verts tout le temps à la même place. Donc, en changeant en faisant une rotation, ben, ma bande fleurie, ben, je la perds, je la détruis à chaque automne. À date, j'ai pas eu de problème avec la gestion des mauvaises herbes. Avec les autres cultures que j'ai, je viens quand même à bout de détruire comme il faut les bandes fleuries. Il ne me reste pas beaucoup de résidus ou de repousses l'année suivante. Donc, je privilégie toujours un champ qui est nord-sud. Comme vous avez vu l'autre photo d'avant, mais c'est des champs qui sont plus nord-sud. Ça fait des champs qui sont perpendiculaires au vent dominant. Donc, encore là, c'est basé sur l'idée que le trips ne vole pas une grande distance, qui se déplace avec le vent. Donc, le fait d'avoir une orientation nord-sud ou perpendiculaire au vent, ben, quand le trips décide de s'envoler, ben, sa cible pour atteindre les oignons verts est un peu plus difficile, ou soit qu'il arrive dedans ou il va passer tout droit. Donc, c'est ce que je souhaite tout le temps. Puis le fait de l'avoir fait dans ce sens-là, avec la direction des vents, ben ça j'ai pas dit que je commençais à semer mes oignons verts tout le temps côté est là, pour pouvoir être le plus loin possible pour éloigner le trips, pas que le trips soit complètement à côté des oignons verts qui vont être plus gros. Donc, en étant comme ça, c'est pour ça qu'ils vont être plus loin de leur cible. Mais aussi, ça m'aide avec le mildiou en cours de saison, fin de saison, que je peux avoir des sporulations. Ben, avec le temps, on s'est rendu compte que le mildiou va tout le temps s'attaquer des oignons verts plus vieux. Donc, en étant plus loin, ben, les oignons verts plus jeunes vont être moins affectés avec la force des vents. Donc, en ayant cette orientation-là, je travaille sur 2 problèmes en même temps. Donc, en conclusion, ben, mon objectif avec la bande fleurie, ça a toujours été de contrôler ou de diminuer mes populations de trips dans le champ. Quand je parle avec mon conseiller chez Prism, il visite d'autres fermes et il se rend compte que ma ferme est tout le temps différente ou il n'y a pas toujours une énorme différence, mais ça retarde tout le temps l'apparition du trips dans le champ ou ça maintient un seuil un petit peu en dessous des traitements. Donc, je retarde tout le temps, je finis toujours au bout de retarder des traitements ou des fois pas d'en faire du tout. Tout dépendait des années, comment que la population était. Fait que à chaque année, je regarde encore si ça vaut la peine. C'est sûr qu'il y a le coût de la semence qui rentre en ligne de compte, mais il faut que je regarde aussi l'impact que j'ai sur l'environnement. Dans le fond, j'ai l'impression d'avoir un moins gros impact sur l'environnement avec la bande fleurie. Mais c'est sûr que côté financier, ça a un plus gros impact. Mais tu sais, il ne faut pas que je tienne ça en compte dans mes calculs. C'est pas comme travailler avec des pesticides. C'est pas blanc, c'est pas noir. Il y a tout le temps des zones grises. C'est sûr qu'on ne tient pas compte non plus des prédateurs qu'on a dans nos bandes fleuries, comme on a fait au début. Tu sais, ce qu'on veut, c'est attirer le trips le plus longtemps possible dans notre bande fleurie. Puis quand la bande fleurie vient trop pleine de trips, après ça, si elle s'en va, c'est là qu'on veut la contrôler. Ou avec le temps, peut-être qu'on va continuer on va recommencer à mettre nos pièges collants pour pouvoir savoir c'est quoi la vraie population de trips dans nos bandes fleuries, puis peut-être traiter un peu plus en bordure de la bande fleurie pour abaisser nos populations, pour pas qu'elles aillent plus loin dans des oignons verts qui sont plus avancés dans le champ. Donc, il y a tout le temps les conditions climatiques qui font changer ou varier la donne, les pratiques culturelles qui peuvent influencer les résultats à la fin. Mais je vais continuer quand même d'utiliser les bandes fleuries pour encore plusieurs années, je pense. Merci. Merci beaucoup, Laurence et Jocelyn, pour votre conférence. Maintenant, on va passer à la période de questions. Je vais commencer par la première de Geneviève Labrie. Dans la luzerne, puis c'est assez
elle a été posée durant la partie de Laurence, là, la question. Donc, dans la luzerne, est-ce que les espèces de pucerons pouvaient s'attaquer à la culture adjacente? Pour le projet de tamisage, Oui, en fait, ce projet de tamisage-là, en fait, a été fait sans la présence de cultures maraîchères adjacentes là, au parcelle. Donc, je pense qu'il faudrait vraiment, pour répondre à cette question-là, il faudrait vraiment le retester là, avec une culture à côté. Donc, je ne pourrais pas répondre là, à la question. Il n'y a pas eu d'observation spécifique là, par rapport à ce qui pouvait être autour, s'il y avait des attaques de pucerons. D'accord. Monsieur Pierre Chouinard demande, est-ce que la dimension des bandes florales est importante versus leur efficacité pour réduire les coûts d'implantation et d'entretien? Est-ce qu'il sera envisageable d'aménager plutôt des sections de bandes, exemple des 10 mètres par 5 mètres, au lieu de faire une bande tout au long du champ, là? C'est pour moi cette question. J'imagine que oui. En fait, on souhaite que ta revue de littérature puisse aider à répondre. Oui, en fait, oui, je pense que la dimension de la bande peut avoir un effet, évidemment. Après, ce qu'on retrouve, moi, ce que je voyais dans la littérature, souvent, il va y avoir les dimensions là, qui ont été le plus souvent étudiées, c'est 3, 6 mètres, mais je peux pas vraiment m'avancer. C'est quoi la dimension, l'idéal, tu sais, comment. Après, comme j'ai dit, il faut vraiment s'adapter aux ravageurs puis à l'ennemi naturel qu'on veut avoir. En fait, chaque ennemi naturel a aussi des capacités à se déplacer à des distances différentes. Fait qu'encore là, je pense qu'il faut s'adapter à ce niveau-là. Donc, oui, c'est quand même été montré, par exemple, qu'il y a un gradient d'efficacité. Plus on a tendance à s'éloigner d'une bande fleurie, plus notre efficacité va réduire aussi. Donc, d'être conscient qu'il faut essayer d'avoir des bandes fleuries qui se répètent ou éviter d'avoir des trop grandes distances, en fait. Mais au niveau de la largeur de la bande, j'ai pas de réponse là, pour vous. Là, précise. Ça peut dépendre aussi de l'insecte à prioriser et tout ça, j'imagine. Oui. OK. Et après, ce qui est intéressant aussi dans la littérature, ce qu'il y a eu quand même quelques études, c'est que parfois, il va y avoir une bande fleurie qui va être implantée, puis après ça, des plantes compagnes un peu à travers le champ vont être un peu comme des îlots de biodiversité ou qui va permettre d'amener les parasites à migrer plus loin là, dans les champs. Donc, ça aussi, c'est une autre approche qui peut être faite. OK. Avec les espèces pérennes, est-ce qu'on a vérifié si elles pouvaient servir de réservoir pour les virus qui peuvent s'attaquer ensuite, qui peuvent être transférés aux cultures de l'entreprise? On a quand même eu une saison 2022 avec des virus, fait que j'imagine que c'est inspiré de la situation 2022. Nous, de notre côté, on n'a jamais regardé les virus. D'accord. Puis dans la littérature, tu n'as pas vu. Je me suis concentrée sur les C'est bien parfait. Ça sera à explorer, mais en cherchant sur les virus, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de plantes qui servent qui peuvent être l'hôte de certains virus. Donc, j'imagine que dans ces plantes de culture de bande florale, là, il peut en avoir aussi. Là. Une question, comment arrimer d'un côté des espèces pérennes dans la bande fleurie et d'un autre côté la rotation des cultures au champ? En fait, c'est comme je l'ai dit, c'est très difficile. C'est très difficile, c'est pour ça que souvent, on va avoir plus tendance à aller vers des espèces annuelles. En fait, c'est là où quand on veut implanter une bande qui est pérenne, il faut vraiment quand même faire des choix judicieux de plantes, des plantes qui vont être adaptées aux cultures qu'on va implanter dans notre série de rotation. Donc, c'est pas évident. Non, je suis consciente. Est-ce que, Jocelyn, justement, il y a une réflexion sur les rotations de culture mettons, comme dans une même section de production pour dire, on va essayer d'optimiser la rotation dans cette zone-là à cause de la bande fleurie qui a été implantée?
Ben, c'est difficile justement à cause de ça. On garde tout le temps l'optique de faut qu'on fasse la rotation, faut pas qu'on ait tout le temps les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse le choix, c'est tu fais de la rotation ou tu fais pas de bande fleurie, ou tu fais des plus petits champs, mais tu sais, mon intention, c'était pas de recouper mes champs, avoir des bandes fleuries à toutes les 90 ou les 120 mètres pour arriver avec mes passes de pulvée. Parce que j'ai quand même d'autres cultures qui nécessitent des grandes largeurs. C'est comme dans le cas où on fait du radis quand même en grande superficie, je ne peux pas me permettre d'avoir des bandes fleuries avec tous les passages de machinerie. Donc, j'ai fait le choix de vraiment choisir un champ avec une bande fleurie pour vraiment une période déterminée dans l'année. Donc, c'est pour ça que la bande fleurie est tout le temps faite pour mes oignons verts de fin de saison. Oui. Fait que le reste du temps, c'est sûr, j'ai d'autres bandes engazonnées que, oui, ça a un effet, mais on ne le calcule pas sur le trips comme on le fait avec la bande fleurie. Bon, on revenait à la distance de l'effet de la bande fleurie là, sur quelle distance. Donc, il n'y a pas un chiffre bien précis là, justement par rapport à ça. Ben, la même question, ben, en fait, peut-être dans les deux cas, là, autant pour les parcelles de recherche que chez Jocelyn, est-ce que les traitements dans les champs étaient des traitements conventionnels, biologiques? Est-ce que vous... Ben, dans notre cas, c'est conventionnel. Oui. Mais cette technique-là pourrait sûrement se faire en biologique parce qu'il y a des insecticides biologiques qui pourraient être utilisés de la même façon qu'on le fait en conventionnel. Fait que la pratique pourrait se faire. Oui, évidemment. Puis, en fait, nous, de notre côté, on n'avait aucun traitement. Dans le fond, on n'a pas traité du tout. Puis, en fait, tu sais, je pense que quand on est dans une approche où on cherche à avoir de la biodiversité, des ennemis naturels, il faut faire attention aussi au traitement qu'on fait parce que on va avoir un impact sur le ravageur, mais on va aussi avoir un impact sur nos insectes bénéfiques. Donc, mais nous, on n'a pas traité. OK, en parcelle, il n'y a pas eu de traitement. OK. Une autre question pour Jocelyn. Est-ce que vous savez pour quelles raisons les trips sont migrés de la bande fleurie vers le champ en fin de saison? Est-ce que vous l'associez à une perte d'efficacité de la bande fleurie ou vraiment une population trop élevée des trips? Là, Ben, comme l'année 2016 qu'on avait mis les pièges collants, je l'associe plus à une surpopulation dans la bande fleurie qu'il n'y avait pas assez de place pour toutes les trips, parce que là, ils ont commencé à immigrer. Puis les autres années avant, c'est tout ça qui s'est passé sans qu'on ait les pièges collants, peut-être, mais on n'avait pas les pièges collants ces années-là pour vraiment vérifier. Mais en 2016, je pense surtout que c'était à cause de ça, de la surpopulation dans les bandes fleuries. OK. Puis on va continuer avec ça. Est-ce que vous avez remarqué une différence de rendement ou de qualité des oignons que vous produisez depuis l'implantation des bandes fleuries? Mais la différence ou la qualité, c'est sur le fait d'avoir trop de trips dans le champ, parce que le trip ne fait pas un dommage extrême sur l'oignon, mais il fait quand même des marques qui rend l'oignon vert invendable. C'est surtout ça. C'est surtout de l'esthétique, dans le fond, qu'on vend dans le cas de l'oignon vert. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le moins possible de trips dans l'oignon vert qui fasse le moins de dégâts, puis que le cycle du trip, c'est quand même assez rapide. Donc, si tu laisses aller ton champ, tu peux le perdre à cause de ça. Dans le fond, le champ est blanchi, puis c'est trop tard. Mais ce qu'on veut, c'est d'en avoir le moins possible déjà à partir de la mi-août jusqu'à mi-septembre. OK, parfait. Est-ce que vous avez des problèmes de teigne du poireau dans cette culture-là? Non. OK. On a eu au début, quand le teigne du poireau, ça a commencé à être un problème, on avait la crainte de ça. Mais avec le temps, je ne sais pas si la teigne du poireau est un prédateur, mais on n'a pas revu de teigne, ça fait très longtemps. OK, parfait. Puis est-ce que vous l'associez aux bandes fleuries? Mais la teigne du poireau, je pense qu'elle était plus visible à l'été. Puis tu sais, à l'été, on ne met plus d'insecticides non plus à cause de la mouche stérile. Donc, elle n'est plus là. Pourquoi? Ou elle est moins présente? Pourquoi? Ça, je ne pourrais pas l'expliquer. OK, c'est bon. Une question peut-être même pour les deux, là, c'est à quel endroit on peut se procurer les semences, les mélanges et tout ça, puis comment on peut s'assurer de leur qualité, de leur pureté pour ne pas introduire des plantes indésirables en même temps, là?
Mais dans mon cas, c'est la semence vient de Novaflore, je pense que c'est en France. Il y avait un distributeur au Québec, je ne sais pas s'il distribue encore, mais ça n'a pas le choix d'être de la semence certifiée. Là. Il faut que ça passe les tests de pureté, comme n'importe quelle semence de légumes. Fait que dans mon cas, c'est de la semence de qualité en principe que j'achète. C'est de la PBI. C'est un mélange qui est vendu pour ça en Europe. Est-ce que c'était les mêmes mélanges, Laurence, que la même source d'approvisionnement que vous aviez pour les parfums? Ben, je me souviens pas exactement où on avait acheté. C'est sûr que nous, on y va dans les plus petites quantités, hein. Fait que pour nous, c'est plus facile de s'approvisionner, là. Mais non, je me souviens pas exactement les fournisseurs là, pour nos semences, mais si ça l'intéresse des gens, je pourrais partager, là. OK. Justement, sur la page dédiée, on pourra mettre l'information. Comment on fait pour s'assurer d'une bonne implantation des plantes là, dans la bande fleurie au moment du semis, s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui prennent le dessus? Ouais. C'est quoi la régie, en fait? Est-ce que vous avez eu besoin de faire, exemple, un faux semis au départ, fertiliser, irriguer, tout ça, là, genre un petit peu d'itinéraire technique de la bande fleurie, là? Mais dans notre cas, vas-y, Laurence. Ah non, mais ça va sûrement confirmer ce que moi j'ai vu dans la littérature. Vas-y, Jocelyn. Mais dans notre cas, on ne fait pas rien de particulier. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est un sol humide pour que la semence elle puisse germer le plus vite possible. Mais on n'ira pas faire un cerclage pour enlever la mauvaise herbe qu'il y a dedans. Ce qui pousse, c'est ce qui pousserait naturellement avec la semence de fleurs. Ben, moi, dans ce que j'ai vu, ben, évidemment, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'idéalement, il faut vraiment s'assurer quand même d'avoir un minimum de mauvaises herbes là, dans ta bande fleurie. Puis c'est vrai aussi pour, sans avoir besoin de faire du sarclage ou du désherbage par la suite, c'est juste au moment de l'implantation de faire idéalement un traitement pour réduire la population de mauvaises herbes, mettons un faux semis. Puis comme Jocelyn l'a dit, c'est important que tes semences germent rapidement là, pour gagner en compétition justement sur les mauvaises herbes quand il y en a. Puis c'est vrai aussi pour des bandes pérennes, hein, parce que, comme je disais, souvent les bandes pérennes vont perdre en efficacité aussi dans le temps. Tu sais, c'est pérennes, mais en même temps, il y a de la compétition de mauvaises herbes, il y a des graminées qui vont s'implanter au fur et à mesure des années. Donc, il faut entretenir ces bandes-là là, si on veut avoir leur plein potentiel. Là. OK, merci beaucoup. On revient aux trips dans les bandes fleuries. Je pense que les trips sont un problème. Est-ce que ça serait envisageable d'introduire des prédateurs dans la bande fleurie? Est-ce que vous avez essayé tout ça? Moi, la première année, on l'avait essayé. C'était Oui. le prédateur, c'est Cucuméris. C'est fait pour les cerfs, quoi, mais ça demandait beaucoup de Cucuméris pour pouvoir contrôler le trip. Mais c'est quelque chose qu'on a essayé, qui se fait. Mais c'est tout le temps de savoir, est-ce que tu vas dépenser pour du Cucuméris sans savoir si tu as du trips dans ta bande fleurie. Donc, c'est pour ça qu'on a arrêté de le faire, qu'on aime mieux gérer de façon moins naturelle en appliquant un insecticide au besoin. OK. On va tomber à des cultures plus spécifiques. Là, je pense qu'on a fait le tour de l'oignon vert, mais il y a des questions pour d'autres cultures. Donc, au niveau de la pomme de terre, est-ce qu'il y a des insectes prédateurs là, qui sont connus contre le dorifère de la pomme de terre? Je ne sais pas si Laurence tu as eu l'occasion de voir quelque chose là-dessus. Non, j'ai pas lu spécifiquement puis j'ai pas beaucoup travaillé sur le dorifère de la pomme de terre, mais je pourrais regarder rapidement dans ce qui m'est ressorti dans mes revues, là. Parfait. Est-ce qu'une plante comme l'angélique ou une autre grande plante serait appropriée contre le ver gris dans un champ de maïs? Est-ce que de ce côté-là, tu as vu quelque chose? Puis rien par rapport à ça, il faudrait fouiller. OK. On revient à une question pour Jocelyn. Quelles variétés de fleurs qui ont été utilisées dans la bande fleurie là, pour attirer les trips? J'ai pas les variétés de fleurs, mais j'ai le mélange. Je pense que vous allez sur le site de Novaflore, chercher semences PBI. Il donne quand même les variétés de fleurs qu'ils utilisent pour faire ce mélange-là. OK, parfait. A-t-on expérimenté une bande fleurie qui attire un ravageur, mais en même temps son prédateur pour éviter une surpopulation ou la migration dans la culture?
Ben, dans le cas du trips, le seul prédateur qu'on connaissait, c'était le cucuméris, puis c'est un acarien. Donc, c'est dur à attirer un acarien. Il faut vraiment que tu l'introduises. Puis le problème de l'acarien, c'est s'il n'y a rien à manger, il se pousse. Fait que, c'est le problème qu'on peut avoir des fois avec les prédateurs comme ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres exemples pour d'autres ennemis de culture que Laurence t'a peut-être vu? Ben, par rapport aux trips, c'est vrai que quand j'ai lu, ben, c'était beaucoup des plans de trappe. En fait, l'utilisation des fleurs, là, c'est vraiment dans une stratégie de culture de plans de trappe, plus que des ennemis naturels, d'essayer d'attirer les trips sur une plante. Ouais, il faudrait que je vois, pour je fasse plus de recherches là, sur qui d'autre que comme on dit, là, peut prédater vraiment les trips. OK. Puis, est-ce que tu as vu justement dans la revue de littérature, si on implante seulement à travers les cultures de légumes, là, quelques plantes à fleurs, puis qu'on met sur la biodiversité autour des champs, est-ce que ça a un impact aussi là, sur les ennemis de culture? Ben, en fait, oui, c'est des stratégies qui peuvent être efficaces. Moi, je l'ai vu justement dans les crucifères, là. Mais après, tu sais, c'est sûr que c'est pas toujours efficace. Tu sais, c'est ça aussi pourquoi je pense que les bandes fleuries, alors, il y a des reviews là, qui ont été publiées qui ont montré que leur effet était majoritairement positif, OK, que pour le contrôle des ravageurs, c'était globalement positif des bandes fleuries. Mais il y a quand même des cas où c'est les moins. Fait que dire, est-ce que c'est toujours vrai qu'en mettant en aménagement l'environnement, tout va devenir beau et rose? Pas nécessairement. Je pense qu'il faut bien le réfléchir. Puis je pense que la diversification des plantes dans l'habitat, c'est vraiment une approche qui doit être vue de façon globale. Puis c'est pour ça aussi que je trouvais ça intéressant de parler un peu des projets d'ANIEF avec les taillis, parce que ça aussi, c'est une autre façon de venir modifier l'habitat, de le rendre peut-être moins attractif pour un ravageur. Fait que, puis en même temps, fait travailler avec des bandes fleuries. Donc, amener un système vraiment diversifié qui va un peu rendre le milieu moins intéressant là, pour les ravageurs. Ouais. Il ne faut pas oublier qu'on travaille dans un environnement aussi. À chaque saison est différente. Donc, le prédateur, autant que l'insecte nuisible, va réagir différemment à l'hiver qui vient de passer. Là. C'est pas vrai que la bande fleurie n'est jamais pas bonne. Ça dépend tout le temps du prédateur que tu as dans ta bande fleurie puis comment est-ce que tu as d'insectes nuisibles aussi qui arrivent. Oui, c'est vrai. Comme tous les moyens de lutte, c'est pas efficace à 100%. On fait juste ajouter des outils dans le coffre pour s'aider. C'est ça. Il y a Joanne Paquet-Sioui qui mentionne que le tabac attire plusieurs prédateurs et pollinisateurs et puis il demande s'il y a eu de la recherche qui a été faite avec cette plante-là. Est-ce que tu as vu quelque chose là-dessus, Laurence? Ben, en tout cas, j'ai pas souvenir là, d'avoir vu cette espèce-là. Mais il y a quand même beaucoup de choses dans la littérature, là, donc là, je vous dis que j'ai pas vu, mais en tout cas, il faudrait vérifier. Là, ça n'a pas ressorti dans mes espèces les plus citées ou en tout cas de ce que j'ai vu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de recherche là, évidemment sur ça. Oui. OK. La fraise aussi, punaise terne, c'est un ennemi important. Donc, est-ce qu'il y a des pistes de solutions pour le contrôle des punaises ternes qui dans les fraisières? Est-ce que les luzernes, une bande de luzernes, ça a été testé? Est-ce qu'il y a des parasitoïdes qui sont connus là, qui pourraient être utilisés aussi? Ben, en fait, l'utilisation des bandes fleuries dans le fruitier, moi, j'en ai pas parlé parce que c'est pas mon milieu de recherche, là, le domaine dans le secteur du fruitier, mais il y a quand même beaucoup de travaux là, qui ont été faits sur l'utilisation des bandes fleuries. Donc, je pense que c'est une approche qui est vraiment intéressante, c'est sûr. Là, je peux pas vous dire comme quelle méthode pourrait être la meilleure dans les fraises, c'est pas mon milieu, mais je suis certaine là, qu'il y aurait il y a de la littérature là, sur ces aménagements-là. Visiblement, je n'avais pas été jusqu'à la fin de la discussion. Merci Geneviève. Geneviève Labrie a mis plein de références là, en lien avec les parasitoïdes contre la punaise terne, le travail qui est fait au CRAM là, à ce sujet-là. Donc, merci beaucoup Geneviève pour ces précisions-là.